Merci. C'est d'accord. Ordre du jour. Ordre émanant du gouvernement, reprise du débat sur le C12 à l'étape du rapport loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada. Reprise du débat sur les motions du groupe 1. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, chers collègues, je suis très heureux de me lever en Chambre aujourd'hui pour commenter le projet de loi C12, la loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada. J'aimerais tout d'abord commencer par remercier les membres du Comité permanent de la sécurité publique et nationale pour son étude approfondie du projet de loi et le sérieux avec lequel ils ont fait aborder leurs travaux. Je tiens aussi à remercier les nombreux témoins qui ont fait part de leurs commentaires, de leurs suggestions concernant le projet de loi C12. Notre frontière avec les États-Unis est la plus longue au monde. Chaque jour, l'an passé, près de 3,6 milliards de dollars en marchandises et environ 400 000 personnes ont traversé cette frontière. 24 heures par jour, 7 jours sur 7, nos agents de la Gendarmerie royale du Canada et de l'Agence des services frontaliers du Canada travaillent avec diligence pour que notre frontière demeure l'une des plus sécuritaires du monde. Toutefois, nous devons constamment faire évoluer nos méthodes, tout comme le font les criminels et les groupes du crime organisé transnational. Et c'est pourquoi le projet de loi C12 est si important. Il vient modifier nos lois pour que les forces de l'ordre disposent enfin des outils et des pouvoirs nécessaires pour lutter contre les menaces qui pèsent sur notre frontière. Le projet de loi comporte 3 thèmes: le renforcement de la sécurité à la frontière, la lutte contre le crime organisé transnational, le fentanyl illicite et le financement illicite, ainsi que la modernisation du traitement des demandes d'immigration, notamment des demandeurs d'asile. En vue de renforcer la sécurité de nos frontières, le projet de loi C12 propose de modifier la loi sur les douanes pour protéger nos frontières contre le trafic des drogues illicites, la contrebande d'armes à feu et le vol de véhicules. Ainsi, sur ce dernier point, les propriétaires et les exploitants de certains points d'entrée et de sortie seront tenus de fournir et d'équiper des installations pour permettre l'administration et l'application du mandat de l'agence, y compris l'examen et la détention de marchandises destinées à l'exportation. Ceci aura des effets importants pour contrer l'exportation illégale des véhicules volés. Le projet de loi modifiera aussi la loi sur les océans pour ajouter les activités liées à la sécurité à la gamme des services déjà offertes par la Garde côtière canadienne. Ceci lui permettra à la Garde côtière d'effectuer des patrouilles de sécurité et de recueillir, analyser et diffuser l'information et le renseignement à des fins de sécurité. En ce qui concerne l'échange d'informations, le projet de loi propose de renforcer la capacité de la Gendarmerie royale du Canada pour échanger les renseignements recueillis sur les délinquants sexuels inscrits, ceci avec ses partenaires des forces de l'ordre nationales et internationales. En plus des mesures de sécurité frontalière, le projet de loi contient aussi des mesures qui renforceront notre intervention pour combattre le crime organisé transnational, en particulier dans le cadre d'initiatives de lutte contre le blanchiment d'argent. Les groupes transnationaux du crime organisé ne peuvent pas exercer leur activité s'ils n'ont pas accès à des fonds. En compliquant le processus qui va leur permettant d'obtenir davantage de fonds, nous nuisons à leurs activités et à leurs activités illégales. Le projet de loi C12 permettrait donc d'imposer des sanctions plus sévères et plus élevées pour lutter contre le blanchiment d'argent. En effet, les sanctions pécuniaires sont multipliées par 40 afin de s'assurer qu'elles aient un impact majeur sur les finances des entreprises qui pourraient être tentées de tolérer des opérations de blanchiment d'argent. Les mesures proposées dans le projet de loi amélioreront aussi la collaboration en matière de supervision et contribueront à maintenir des normes élevées en matière de conformité réglementaire. Elles permettront ainsi au CANAF d'échanger des renseignements liés à la surveillance sur les institutions financières, sur réglementation fédérale avec le Comité de surveillance des institutions financières, améliorant ainsi la collaboration et la communication. Monsieur le Président, toutes les mesures proposées dans le projet de loi C12 renforceront les efforts actuellement déployés pour protéger la frontière d'un océan à l'autre. Parmi ces mesures figure la création de la cellule de coordination des opérations et de renseignement.
Cette cellule s'appuie sur les mécanismes existants de coopération entre les forces de l'ordre et les organismes de sécurité afin d'améliorer l'échange d'informations, mieux cibler le crime organisé transnational ainsi que les opérations de blanchiment d'argent, de trafic de drogue et de trafic de drogue. Le gouvernement a aussi établi le partenariat intégré sur le renseignement en matière de blanchiment d'argent avec les grandes banques du Canada. Ce partenariat renforce notre capacité à développer et à utiliser les renseignements financiers pour lutter contre le trafic du fentanyl et d'autres formes de crimes. D'autres mesures s'ajoutent d'ailleurs au projet de loi C-12. On n'a qu'à penser au tiers du fentanyl qui agit entre interlocuteurs entre les gouvernements canadiens et américains. On n'a qu'à penser aux 8 groupes du crime organisé transnational qui ont été placés sur la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel. Ceci dans la mesure où, évidemment, nous comprenons tous que les groupes du crime organisé transnational représentent une menace sérieuse, tant pour nos alliés que pour notre propre sécurité. Il est dans l'intérêt commun de mobiliser tous les moyens possibles pour les neutraliser. C-12, Monsieur le Président, vient de pair avec un autre projet de loi. Déjà déposé, le projet de loi C-2, la loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière. C-2 vient continuer de faire progresser les mesures qui permettent aux forces de l'ordre d'accéder aux renseignements de base essentiels aux enquêtes policières. Adopter la loi sur le soutien en matière d'accès autorisé à l'information, ainsi qu'élargir le pouvoir d'inspection de Poste Canada et imposer de nouvelles restrictions sur les dépôts effectués par des tiers et le transfert de fonds importants. Le gouvernement a écouté les préoccupations des intervenants et des parlementaires. On a donc élaboré le projet de loi C-12. Et C-12 viendra faire progresser les mesures essentielles tout en nous donnant plus de temps pour faire l'étude du projet de loi C-2. En conclusion, Monsieur le Président, le projet de loi C-12 accorde les pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures décisives qui protègent les Canadiens et les Canadiennes. Et je compte donc sur mes collègues parlementaires pour adopter rapidement ce projet de loi afin que nous puissions mettre en œuvre ces mesures essentielles dès que possible. Merci. Questions and comments. Question et commentaire. The honourable member for Swift Current, Grasslands, Kindersley. L'honorable député, merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole en cette Chambre. Je souhaite maintenant poser quelques questions. Au fil du temps, nous constatons que la question de la frontière est importante. Je me demande si le député sait quand le gouvernement a l'intention de lancer le processus pour embaucher les nouveaux agents des services frontaliers. Beaucoup de la question. Alors, déjà, les travaux pour déterminer où ces agents-là seront sont faits. Les budgets ont été votés récemment, Monsieur le Président, et les arrangements sont faits avec les écoles, autant à Rigaud pour ce qui est de l'Agence de services frontaliers du Canada qu'à Dépôt en Saskatchewan pour ce qui est des travaux de la Gendarmerie royale du Canada. Autant le président de l'Agence des services frontaliers que le commissaire à la Gendarmerie royale estime que d'ici 3 ans, nous devrions avoir ces 1000 agents supplémentaires de part et d'autre. Questions and comments. The honourable member for Winnipeg North. L'honorable député de Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. Et je voulais ajouter à ce qu'a dit le député, on parle de 1000 nouveaux agents qui vont être ajoutés pour le contrôle des frontières notamment. Il y a eu un engagement important souscrit auprès des Canadiens pour renforcer la sécurité de la frontière et lutter contre la criminalité. Il y a de nombreux projets de loi dont la Chambre est saisie et qui parlent de réforme du système de mise en liberté sous caution et de renforcement de la frontière. Il y a des progrès qui ont été faits grâce aux approbations obtenues de l'opposition. Et l'impression est que les Canadiens peuvent voir que les choses avancent, qu'il y a réforme du système de mise en liberté sous caution. Donc, est-ce que l'opposition pourrait assouplir son point de vue pour permettre au projet de loi d'être adopté?
À l'ordre, l'honorable secrétaire parlementaire. Je pense qu'en ce temps-ci de l'année, je pense que c'est effectivement l'occasion de solliciter la collaboration de tous pour obtenir des mesures que, en grande majorité, tous les collègues ici veulent avoir, c'est-à-dire des mesures plus sévères pour les sentences, les peines et des mesures et une réforme du système de remise en liberté sous caution, des mesures plus sévères pour les victimes, pour les auteurs de crimes sexuels et pour protéger également les victimes. Alors, toutes ces mesures-là sont un ensemble de mesures que j'espère on pourra mettre en mesure dès le début de l'année prochaine. Merci. Question et commentaire, le député de Lac-Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est vrai, c'est le temps des fêtes. On va être gentil dans nos questions et commentaires parce qu'on ne veut pas partir sur un mauvais pas avant Noël. Mais là, je comprends que le gouvernement arrive avec C12. Avant, c'était C2 qui était encore plus robuste. C12, on arrive. Ma collègue conservatrice avec qui je siège sur le comité immigration, on a fait des changements de législation, beaucoup d'amendements. Je pense qu'on a amélioré C12. La question que je me pose, Monsieur le Président, et j'aimerais ça que mon collègue réponde à cette question-là, si on arrive avec des mesures si robustes, si importantes pour changer ce qui est en train de se passer aux frontières et en immigration, parce que ça touche aussi la loi sur l'immigration, qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans de gouvernance libérale pour qu'on arrive aujourd'hui avec C12? Comment se fait-il qu'on soit obligé, Monsieur le Président, et c'est ça ma question à mon collègue, d'arriver avec un projet de loi qui chamboule complètement 3 ministères, là, des lois de 3 ministères, sécurité publique, immigration et justice. Comment se fait-il qu'on soit obligé d'arriver là, alors que ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir, Monsieur le Président? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci beaucoup de la question de mon collègue. Monsieur le Président, ce qu'il faut comprendre, c'est que autant dans la répression du crime que pour les changements au niveau de l'immigration, ce sont des processus qui sont dynamiques, qui doivent évoluer en fonction des changements mondiaux, de l'organisation du crime organisé qui utilise constamment des mesures de plus en plus sophistiquées au niveau du transport des drogues et des drogues illicites, au niveau du blanchiment d'argent. Alors, le gouvernement doit constamment améliorer et aller orienter ses mesures pour lutter de façon efficace contre le crime organisé. Je pense que notre gouvernement a fait la démonstration qu'il était à l'écoute et des forces de l'ordre et des organismes de la société publique pour faire en sorte que nous luttions de façon efficace contre le crime et protégeons les Canadiens et Canadiennes. Resuming debate, reprise du débat, the honourable member for Abbotsford South Langley. L'honorable député d'Abbotsford South Langley. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que les bonnes gens d'Abbotsford South Langley souhaitent que je prenne la parole sur ce projet de loi qui a le potentiel de changer les choses pour le mieux, mais qui rate son objectif. Il y a de nombreux amendements qui sont proposés en matière d'immigration dans le projet de loi C12 dans une tentative de réformer le système d'immigration qui est brisé. L'économie est frappée d'inflation. Il y a de nombreux délais dans notre système de santé. Également, il y a des gens qui ont commis des crimes haineux qui ne sont pas des citoyens et qui demeurent dans notre pays. Et le gouvernement est incapable de nous dire où se trouvent ces personnes à l'heure actuelle. Notre pays est confronté à de telles difficultés et donc les Canadiens se sentent désabusés. Et au cœur de ce défi se trouvent les pressions exercées par l'immigration non réglementée. Il y a des besoins urgents en matière de logement et ces pénuries de logement ont fait en sorte que la criminalité a augmenté. Il y a 3 millions de résidents temporaires au Canada à l'heure actuelle, bien plus que notre pays peut en accueillir de façon raisonnable. Cela a fait grimper le prix des loyers et cela prive la prochaine génération qui souhaite entrer sur le marché du travail de nombreuses opportunités. De plus, il y a des longs délais d'attente dans les urgences. La taille
des classes ne cesse d'augmenter, le nombre d'élèves par classe ne cesse d'augmenter. Et c'est une réalité que vivent de nombreux Canadiens qui voient les ressources de leur communauté presque épuisées. En refusant de réglementer de façon raisonnable le nombre de personnes accueillies au pays, la pression a monté de telle sorte que notre infrastructure n'arrive pas à suivre le rythme. À l'heure actuelle, il n'y a aucun résultat positif. Et la pression qui s'exerce sur nos infrastructures pourrait continuer d'augmenter sans le projet de loi C-12. Et il faut, grâce aux mesures que nous proposons, que l'opposition propose, assurer une certaine responsabilisation. Il faut également que les gens qui commettent des crimes au Canada en subissent les conséquences. Il y a des mesures raisonnables qui peuvent être prises pour être sûr que le Canada accueille des nouveaux arrivants de façon raisonnée, de façon sécuritaire pour tous. Il y a certains amendements conservateurs qui ont été approuvés par tous au Comité de la sécurité publique, dont je suis un fier membre, réprimerait plus durement les infractions de traite d'êtres humains. Il y aurait des amendes comme la prison à perpétuité et des amendes d'1 million de dollars. Il pourrait y avoir certaines amendes qui s'élèveraient jusqu'à 25 millions de dollars. Alors, pourquoi est-ce que les libéraux ont voté contre un amendement particulièrement important qui refuserait l'asile à tout demandeur d'asile jugé dangereux pour la sécurité nationale? Pourquoi hésite-t-on à responsabiliser les criminels pour leurs actes? Ensuite, il faut agir sur les arriérés, notamment qui causent des problèmes et qui pourront exiger encore 1 an de démarche administrative. Il s'agit de problèmes qui sont urgents et qui sont déjà bien compris par les Canadiens. Statistique Canada a révélé que les libéraux ont échoué à donner un rapport sur un suivi de 38 000 résidents qui montre qu'1 million de résidents temporaires ont des visas qui sont sur le point d'expirer et il n'y a aucun plan qui est mis en place pour s'assurer que ces résidents quittent le territoire une fois que leur permis aura été expiré. Il n'y a pas de données sur l'entrée et la sortie, en tout cas pas de données suffisantes, ce qui soulève de nombreux doutes sur l'exactitude des informations sur lesquelles se fie le gouvernement. Notre équipe a travaillé sans relâche pour renforcer notre système d'immigration et pour agir devant l'incompétence du gouvernement. Les Canadiens demandent des changements tangibles. Ils veulent que le gouvernement fasse respecter ses propres lois, protège la sécurité publique et fasse en sorte que l'immigration se fasse de façon juste et de façon soutenable. Il manque une volonté politique et des mesures décisives. Il manque des mesures concrètes alors qu'on assiste à des réformes d'ordre bureaucratique strictement. La même chose vaut pour nos provinces dont les écoles et les hôpitaux subissent des pressions énormes suite à de nombreuses années d'immigration massive. Le gouvernement a promis d'embaucher 1000 agents et services frontaliers, ce qui serait fort utile. Toutefois, une incertitude plane à ce chapitre. L'insécurité sévit aussi. Il y a de plus en plus de crimes liés à l'extorsion et aux armes à feu. Et la contrebande d'armes illégales est largement responsable de la montée de la criminalité et aussi de nombreuses familles de ma circonscription en ont subi les conséquences. Donc, l'insécurité augmente à mesure que la criminalité augmente. Des familles et des jeunes adultes me demandent de plus en plus comment ils peuvent se protéger alors qu'il y a des incidents, il y a des armes à feu qui surviennent en plein jour. Je compatis avec ceux qui ont perdu des proches suite à des crimes d'extorsion. Et malgré ces préoccupations, le gouvernement libéral actuel n'a pas assisté à des réunions sur place ou des assemblées publiques pour discuter de ces questions.
Cela donne l'impression que les préoccupations ne sont pas abordées par le gouvernement. Il y a donc des lacunes dont on semble faire abstraction. Il faut absolument embaucher plus d'agents des services frontaliers. Il faut sévir contre la criminalité de sorte que notre communauté redevienne plus sûre. Le gouvernement doit écouter les Canadiens, mettre en œuvre les réformes nécessaires et s'assurer que le système d'immigration est juste et qu'il puisse répondre aux besoins de tous. Et si le système d'immigration est rationalisé, alors les communautés pourront mieux accueillir les nouveaux arrivants. Il faut tenir compte de la dignité des gens. Il faut que le système d'immigration soit soutenable de sorte que tous aient de meilleures chances de succès. Ceux qui entrent dans notre pays, peu importe d'où ils arrivent, perçoivent le Canada comme étant un pays harmonieux, un pays sûr où ils pourront prospérer. Ce sera le cas seulement si nous nous occupons des institutions qui s'occupent de nous. Et donc, si nous avons des normes rigoureuses en matière d'immigration, cela protégera nos modes de subsistance, notre société et permettra à tous de prospérer et d'obtenir le succès. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux rétablir les faits. Le gouvernement a tenu un sommet sur la question de l'extorsion. Il y en a un autre qui est prévu en Ontario. Et ultimement, nous prenons la question de l'extorsion très au sérieux. Mais pour demeurer dans l'esprit de Noël, je veux dire que nous avons effectivement constaté qu'il y a eu beaucoup de coopération au sujet du projet de loi C12 et je crois que les Canadiens s'attendent précisément à ce que nous travaillons ensemble et ça pourrait être l'une de nos résolutions du Nouvel An. Donc, que nous nous entendions sur davantage de projets de loi pour que nous puissions livrer de meilleurs résultats pour les Canadiens. L'honorable député d'Abbotsford, South Langley. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et j'apprécie la question posée par mon honorable collègue. Mais les prises de photographie ne contribueront pas à améliorer la vie des citoyens. On ne s'attaque pas aux causes profondes du problème et on n'aide pas les victimes et leurs familles à comprendre ce qui se passe dans les communautés. Il faudrait que de vrais changements soient mis en œuvre. Il faudrait que le projet de loi que nous avons proposé, nous, les conservateurs, soit adopté, notamment en matière d'extorsion. Drummond. Merci, M. le Président. Merci à mon collègue conservateur pour son discours. C12, c'est l'ancien C2. Le Bloc québécois trouve que le gouvernement fait un pas dans la bonne direction avec cette nouvelle itération. Mais il reste quand même un problème majeur. Dans leur plateforme, les libéraux proposaient l'embauche de 1000 agents supplémentaires à la GRC et 1000 agents supplémentaires à l'Agence des services frontaliers. Pour la GRC, c'est correct. C'était dans le discours du trône, mais pas les 1000 agents des services frontaliers. Selon le syndicat des douaniers, M. le Président, il manquerait 2 à 3 000 agents à l'agence pour qu'elle puisse accomplir son mandat. J'aimerais entendre mon collègue sur les intentions annoncées du gouvernement et les actions du gouvernement dans le sens de leurs intentions. L'honorable député d'Abbotsford-South Langley. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable collègue de sa question. Il est vrai que le gouvernement n'a pas pris ces questions au sérieux. Nous avons travaillé étroitement et très bien avec nos collègues du Bloc lors de réunions de comité, notamment pour nous assurer que le gouvernement soit imputable. Et ma circonscription est une circonscription frontalière. Nous avons besoin de plus d'employés dans le système frontalier. Nous l'avons répété sans relâche. L'honorable député de Vaughan Woodbridge. Merci, Monsieur le Président. Je suis toujours ravie de prendre la parole en cette Chambre au nom des résidents de Vaughan Woodbridge. Je suis convaincue que mon collègue est aussi préoccupé que je le suis, venant d'une région où l'extorsion est prévalente. Au Comité de la justice, les libéraux votent contre des motions
afin que leur projet de loi sur la mise en liberté sous caution passe avant tous les autres projets de loi. Je me demande si, dans l'esprit Noël, le député pourrait nous dire pourquoi il est si crucial que le gouvernement remplisse ses promesses et embauche ses agents des services frontaliers le plus rapidement possible. L'honorable député de Abbotsford-Langley. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable collègue de Vaughan Woodbridge de sa question. Il est vrai que ce gouvernement libéral ne cesse de faire de l'obstruction au comité et refuse de répondre aux questions que les Canadiens se posent, qu'il s'agisse d'extorsion de liberté religieuse. Nous devons nous assurer que ce gouvernement demeure imputable. Il nous reste quelques jours et j'espère que nous obtiendrons des réponses aux questions qui sont constamment posées d'ici la fin de la semaine pour que nous puissions amorcer l'année avec des changements, des progrès en faveur des projets de loi qui sont proposés notamment par le gouvernement conservateur. L'honorable député de Vancouver-Est. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour m'exprimer dans les termes les plus forts possibles contre le projet de loi C-12 qui constitue une mauvaise politique publique, mais également un abandon des obligations juridiques du Canada en matière humanitaire et qui représente un abandon des garanties démocratiques aussi. Il ne s'agit pas par ce projet de loi d'un effort pour renforcer le système d'immigration, pour renforcer le traitement des demandes, rehausser la sécurité ou l'abordabilité. En fait, il s'agit d'un concours entre les libéraux et les conservateurs pour voir qui pourra jeter le blâme sur les migrants de la meilleure manière. En fait, les gouvernements successifs, libéraux et conservateurs, ont connu des échecs en matière de logement et d'économie et on tente ainsi d'y remédier par la division. Ce projet de loi stigmatise les réfugiés en les traitant comme s'il s'agissait de menaces à la sécurité plutôt que d'êtres humains qui ont besoin de protection. Le projet de loi C-12 impose un délai de 12 mois pour ce qui est des demandes d'asile. Ça veut dire que les gens qui sont au Canada depuis plus de 12 mois ne pourront plus déposer une demande d'asile, ne pourront plus bénéficier du processus de protection des réfugiés. Et ce processus est rétroactif jusqu'à la date du 24 juin 2020. Donc, et ce, peu importe si vous avez une demande d'asile qui est valable, si vous avez une crainte valable de persécution. Les experts du secteur, des organisations de femmes notamment, nous ont mis en garde contre les conséquences. Les associations du barreau canadien ont également été sans équivoque. D'après cette association, le projet de loi risquerait d'exacerber plutôt que d'atténuer les problèmes existants. Le projet de loi viendrait miner les engagements du Canada en matière de protection des réfugiés et viendrait éroder les freins et contrepoids fondamentaux de notre démocratie parlementaire. L'association a en outre souligné que la nature rétroactive de l'interdiction d'un an est particulièrement contraire à la primauté du droit. Julia Sadie d'Amnesty International affirme également que ce projet de loi juge les personnes en fonction de la manière et du moment où elles sont entrées au pays, des facteurs qui n'ont rien à voir avec leurs besoins de protection. Elle a averti qu'en vertu de ce projet de loi, même une personne qui est entrée au pays pour la première fois, pour un jour seulement, et qui, des décennies plus tard, est victime de persécutions en raison de guerre, de violences politiques, d'identité de genre ou d'orientation sexuelle, pourrait se voir refuser la possibilité de faire entendre leur demande. Une date inscrite sur un bout de papier pourrait déterminer si cette personne peut bénéficier de refuge. Aux États-Unis, des délais d'1 an ont conduit à l'expulsion de réfugiés, malgré leur crainte réelle d'être persécutés. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a déconseillé au Canada d'adopter cette approche. Dès 1999, nous rappelant qu'en vertu du droit international, le temps qui passe ne modifie en rien notre obligation de non-refoulement.
c'est-à-dire notre devoir de ne pas renvoyer des personnes vers un lieu où elles courent un danger. Il ne s'agit pas là de préoccupations théoriques, plutôt des réalités vécues. Dans un article publié le 31 octobre, Asya Medea, une femme transgenre originaire de Turquie, nous a parlé de son récit. Elle est arrivée au Canada en 2018 avec un visa étudiant. La situation des personnes LGBTQ+ en Turquie s'est détériorée rapidement à cette époque. Elle a alors déposé une demande d'asile 18 mois après son arrivée au pays, demande qui a été acceptée en 2020, car la menace qui pesait sur sa vie était réelle. En vertu du projet de loi C-12, elle n'aurait jamais pu faire entendre sa demande. Elle n'aurait pas pu demander des mesures de protection parce que sa demande avait été déposée plus de 12 mois après son arrivée. Ce projet de loi a fait en sorte qu'elle aurait été renvoyée entre les mains d'un qui la persécutait en raison de son identité. Le délai d'1 an nuirait également de façon disproportionnée aux femmes, aux personnes LGBTQ+, aux survivantes des violences fondées sur le sexe. Le Centre de réfugiés FCJ a expliqué que de nombreuses victimes ne peuvent pas déposer leur demande dans un délai d'1 an en raison du traumatisme, de la peur, de la coercition exercée par des partenaires violents ou en raison de la complexité de l'évasion des réseaux de traite de personnes. Certains des demandeurs ont vu leur agresseur être expulsés vers leur pays d'origine et savent qu'ils les y attendent. Les demandeurs seraient renvoyés entre les mains de ceux qui les ont menacés, maltraités, voire même exploités. L'Association canadienne des libertés civiles a soulevé un autre point critique. La justification présumée de la restriction d'1 an, à savoir dissuader les demandes frauduleuses, est sans fondement. Ceux qui ont l'intention de tromper le système n'auront qu'à déposer leur demande rapidement. Les personnes qui seront exclues sont celles qui tardent à déposer leur demande en raison de traumatisme ou de l'évolution de leur situation, entre autres. Dans la pratique, ce projet de loi punit la vulnérabilité et non la fraude. En comité, le NPD a proposé des amendements précis visant à protéger les survivants de violences fondées sur le sexe, des mineurs non accompagnés et des personnes provenant de pays soumis à un moratoire. Les libéraux, le Bloc et les conservateurs ont rejeté ces amendements. Le C-12 porte également atteinte au droit à une procédure régulière, car il priverait les personnes concernées d'une audience complète devant la section de protection des réfugiés. Le ministre de la Sécurité publique, lui-même réfugié, a déclaré qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce qu'il y avait des garde-fous en place. De quelle sauvegarde nous parle-t-il? Eh bien, le système d'évaluation des risques, avant renvoi, un processus qui affiche l'un des pires bilans en matière de reconnaissance des besoins légitimes de protection. Le NPD a proposé de modifier le système afin de maintenir l'accès aux audiences. Nous avons proposé de réduire la sévérité du délai, même si toutes les échéances arbitraires violent les principes fondamentaux de la protection des réfugiés. Tous mes amendements ont été rejetés. Le projet de loi C-12 ne s'arrête pas là pour autant. Il accorde également au gouvernement des pouvoirs étendus et sans précédent pour annuler des demandes d'immigration, suspendre leur traitement et révoquer le statut de personne en masse. Ces pouvoirs peuvent être appliqués à des catégories entières de personnes sans évaluation individuelle, sans procédure régulière et sans contraintes claires. Des familles qui vivent et travaillent ici depuis des années pourraient se réveiller un matin et apprendre que leur statut de résidence permanente a tout simplement été effacé, parce que le ministre s'est octroyé le pouvoir de le faire tout simplement. L'Association du barreau canadien a exprimé de graves préoccupations quant au langage vague et imprécis utilisé dans le projet de loi, qualifiant les pouvoirs que conférait le projet de loi d'antidémocratiques. L'association a averti qu'une fois accordés ces pouvoirs, seraient impossibles à contrôler. Amnesty International a renforcé cet avertissement, soulignant que le projet de loi ouvre la voie à des décisions motivées par des considérations politiques susceptibles de déstabiliser des vies, de séparer des familles, de déraciner des personnes qui ont construit tout leur avenir ici. L'association a averti que ce projet de loi risquerait d'enfreindre le droit international, le droit de ne pas être expulsé vers un pays dangereux et l'interdiction de la discrimination. Le NPD a proposé 2 amendements visant à imposer des garanties parlementaires afin que toute ordonnance de ce type soit soumise à un contrôle rigoureux, un examen en comité et une surveillance législative. Nous avons également proposé de définir l'intérêt public afin que cette définition cadre avec celle de la sécurité publique, de la santé publique et les véritables préoccupations en matière de sécurité.
Les amendements ont été rejetés. Plutôt, les libéraux ont adopté une définition vague et trop large de l'intérêt public. Ce projet de loi reflète un système d'immigration où les décisions peuvent changer du jour au lendemain. Les gens se voient refuser des audiences, des appels. On constate un système qui rappelle, à manière inquiétante, les pires politiques mises en œuvre au sud de la frontière par Donald Trump. Il ne s'agit pas ici d'intégrité ni de sécurité publique, plutôt une tentative d'apaiser Donald Trump et d'importer un programme à la Trump dans les lois canadiennes. On mise sur la peur, la diffusion et la mésinformation. Les autres dispositions du projet de loi C-12 visant les réfugiés ne font qu'exacerber la situation. Le NPD a proposé 13 amendements. Tous ont été rejetés. Ce projet de loi ne vient pas renforcer la frontière canadienne, ne vient pas accroître la sécurité des communautés, ne permet pas de construire davantage de logements, ne traite pas de la question d'accessibilité, ne réduira pas les délais de traitement des demandes d'immigration. Plutôt, il ne fera qu'exacerber la précarité que ressentent déjà les réfugiés, les travailleurs migrants, les étudiants et les familles. Elle fera en sorte que nos voisins vivent dans la crainte constante que leur vie ne puisse s'effondrer du jour au lendemain. Le projet de loi punira les personnes qui tentent de survivre, celles qui méritent la sécurité et celles qui contribuent quotidiennement à l'édification de ce pays. Monsieur le Président, faisons ce qui est juste et votons contre le C-12. Questions et commentaires, l'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci. À mon avis, la bonne chose à faire est de reconnaître que la situation peut évoluer au fil du temps. Nous avons parfois à moderniser certains aspects des politiques en matière d'immigration et de réfugiés. C'est ce que fait ce projet de loi. Ce projet renforce la nation canadienne et notre frontière. Il est question de centaines de milliers de détenteurs de visas temporaires. La députée, par ses commentaires, sous-entend que tous les détenteurs de visas temporaires devraient pouvoir demander le statut de réfugié. En réalité, nous devons moderniser le système. Voici donc ma question pour la députée du NPD. Continue-t-elle à appuyer tous ceux qui travaillent au Canada ou qui visitent le Canada? Croit-elle qu'ils devraient pouvoir rester au Canada indéfiniment? L'honorable député de Vancouver-Est. C'est n'importe quoi. Le C-12 envoie le message suivant aux réfugiés. On ne vous écoutera pas. On ne veut pas vous entendre. On ne vous permettra pas de prouver que vos craintes ou vos peurs sont fondées. C'est de la cruauté. Ce projet de loi a été élaboré à l'emporte-pièce, en comité des experts critiques, comme l'Association canadienne pour les réfugiés, par exemple. Les organisations de femmes n'ont même pas été invitées. On ne leur a pas permis de témoigner au comité. Comment le justifier alors? Le gouvernement n'y arrive pas. Questions et commentaires, l'honorable député de Saskatoon-Ouest. Merci. J'ai écouté le discours de ma collègue. Elle a parlé de l'interdiction d'1 an pour les demandes d'asile. Elle a cité quelques exemples. On peut tous penser à quelqu'un qui est touché par les projets de loi dont nous débattons en Chambre, mais il y a d'innombrables cas de gens qui abusent du système. Dans sa province de la Colombie-Britannique, il y a eu 4 personnes soupçonnées d'extorsion. Ils ont été des chefs d'accusation ont été portés contre eux et ont ensuite demandé l'asile. Voici ce qui se passe dans notre pays. Le système est trop faible. Nous devons réparer les cassés et fermer ces brèches, colmater ces brèches. Elle appuie les criminels plutôt que les Canadiens ordinaires. L'honorable député de Vancouver-Est. C'est encore une fois n'importe quoi. Le NPD n'appuie pas les criminels. Nous appuyons plutôt le processus qui se déroule en bonne et due forme. Nous voulons que tous puissent avoir la possibilité de présenter une demande. Le Canada a un système, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, un organe indépendant du gouvernement qui permet d'évaluer les demandes. Voilà le problème. Le député vient lui-même de tirer un exemple de son chapeau disant que les gens ne devraient pas pouvoir présenter leurs demandes. Il mise ici sur la peur. Il tente de faire des réfugiés le bouc émissaire de la peur. Merci, M. le Président. Ma collègue de Vancouver
clairement laissé comprendre son dédain de C12. Je respecte son opinion, il va sans dire. Il y a des groupes qui prétendent que ce projet de loi-là ne tiendra pas la route face aux tribunaux. Je voudrais entendre ma collègue sur cette possibilité-là, qu'il y a des contestations devant les tribunaux de ce projet de loi ou de certaines parties du projet de loi. J'aimerais avoir son opinion, si elle pense que c'est le cas, et quelles sont les parties qui risquent justement de ne pas passer le test des tribunaux. Merci, M. le Président. L'honorable Vancouver-Est. Des experts juridiques ont exprimé cette opinion. Je l'encourage à aller lire leur mémoire. J'encourage également le député à parler directement avec ces experts. Ils sont les personnes qui pourront lui dire exactement où est le problème. Je crois que ce projet de loi sera difficile à gérer par les tribunaux. Le gouvernement s'avance en terrain glissant. Il s'agit d'une approche à la Trump pour les lois d'immigration, pas une approche que souhaitent les Canadiens, à mon avis. L'honorable député de Windsor-Ouest, question de 20 secondes. Merci. C'est une question d'équité. Est-il juste que les Canadiens auront maintenant à payer pour les 4 demandeurs d'asile qu'a cité mon collègue pendant les 4 prochaines années? Leur éducation sera payée, logement, soins de santé. Est-ce juste que la facture soit refilée aux contribuables canadiens? Honorable député de Vancouver-Est. Encore une fois, c'est n'importe quoi cette question, Monsieur le Président. Si les conservateurs veulent dire que le Canada ferme maintenant toutes ses portes aux réfugiés, ils doivent avoir le courage de le dire. Le Canada a été signataire de la Convention de 1951 et doit respecter le droit international en ce sens. Nous ne renverrons pas ou ne refoulerons pas les gens vers des pays dangereux. Si l'on veut avancer en ce sens, il faut le dire. On ne peut pas s'en cacher. On demande aux commentaires de passer par la présidence. Saint-Jean. Monsieur le Président, il faut d'entrée de jeu souligner le document de près de 130 pages qui nous a été présenté initialement sous le nom de C2, loi certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d'autres mesures connexes à la sécurité était un véritable virage à 180 degrés par le gouvernement. Je dis ça parce que vous vous souviendrez sûrement, Monsieur le Président, que dans les dernières années, le gouvernement libéral n'a pas su gérer un grand nombre de crises frontalières. Je pense notamment à la vague d'immigration irrégulière au chemin Roxham, l'essor de réseaux de passeurs criminels aux frontières qui ont abusé des migrants et qui continuent à le faire, l'installation des cartels mexicains aux frontières, la vague de vols de voitures au port de Montréal, le trafic d'armes. Bref, j'en passe, Monsieur le Président, il y en a beaucoup. Et avec le projet de loi C12, anciennement C2, le Bloc québécois juge que, oui, le gouvernement fait un pas dans la bonne direction. Il reste toutefois, selon nous, un problème majeur si ce projet de loi-là est adopté, et c'est le manque d'effectifs à l'Agence des services frontaliers du Canada et le manque d'effectifs à la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. Je vous ramène quelques mois en arrière, Monsieur le Président, le Parti libéral promettait dans sa plateforme électorale d'embaucher 1000 agents supplémentaires à la GRC et 1000 agents supplémentaires à l'Agence des services frontaliers. L'embauche de 1000 agents à GRC figurait d'ailleurs au discours du trône, Monsieur le Président, et on peut toutefois pas en dire, on peut pas dire la même chose, par contre, dans le discours du trône pour les 1000 agents de l'Agence des services frontaliers. Selon le syndicat des douaniers, il manquerait de 2000 à 3000 agents à l'Agence des services frontaliers pour qu'elle puisse accomplir son mandat. Et même si le gouvernement a expliqué que son plan pour la frontière, présenté en décembre 2024, allait mener à l'embauche d'agents supplémentaires, vous serez d'accord avec moi qu'on est encore bien loin des effectifs demandés par le syndicat et bien loin du nombre promis par les libéraux lors de la campagne électorale, une autre promesse libérale non tenue. Comme solution, le Bloc québécois, comme le syndicat des douaniers, demande à Ottawa de permettre aux agents de l'Agence des services frontaliers de pouvoir patrouiller entre les postes frontaliers. L'objectif, c'est pas de tenter de remplacer la GRC, mais c'est plutôt de donner plus de profondeur et de flexibilité aux agences fédérales pour appliquer la loi. Cette modification-là, d'ailleurs, elle n'est pas législative, ce serait plutôt réglementaire, voire administratif. Là. Elle dépend surtout de la volonté du fédéral de mettre en place des mesures plus efficaces pour assurer la sécurité des frontières, tout en répondant aux demandes des agents déjà en poste. C'est simple, c'est efficace, c'est une demande du syndicat, mais bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, nous diront les libéraux.
Au Bloc québécois, ça fait un moment déjà qu'on exhorte le gouvernement à apporter les modifications nécessaires. Donc, globalement, le Bloc québécois est satisfait du principe du projet de loi C-12 et on salue l'intention du gouvernement. Le projet de loi vise à répondre à plusieurs problèmes qui avaient été soulevés dans les mois, voire les années précédentes. Le Bloc québécois, à l'instar des Québécoises et des Québécois, on demeure ferme dans notre engagement d'accueillir les personnes qui fuient la persécution et la misère. Ce dont il est question dans ce projet de loi-là, c'est principalement d'assurer que le système qui accueille les migrants soit plus juste et soit plus efficace. À cet effet, je salue le travail de mes collègues qui ont travaillé d'arrache-pied en comité, autant au comité permanent de l'immigration qu'à celui de la sécurité publique. Monsieur le Président, plusieurs membres dans cette Chambre auront sûrement constaté, tout comme moi, que l'importance accordée au travail parlementaire et aux travaux du comité depuis le début de la nouvelle législature, ça semble bien peu intéresser le premier ministre du Canada, le nouveau premier ministre du Canada. Ce dernier apparaît beaucoup trop occupé à rencontrer des dirigeants de pays que je qualifierais de peu fréquentables, pour rester poli. La Chine, l'Arabie saoudite, vraiment, Monsieur le Président? Pendant ce temps-là, il y a des parlementaires qui travaillent minutieusement en comité pour améliorer les projets de loi ou collaborer à la rédaction de rapports et de recommandations sur des dossiers souvent complexes, souvent poignants, Monsieur le Président. Sur ce point-là, je pense notamment à mes collègues avec qui j'ai l'honneur de siéger sur le sous-comité des droits de la personne ou avec mes comparses du comité permanent de l'immigration et de la citoyenneté avec qui j'ai récemment étudié le projet de loi C3 sur les Canadiens perdus et dont les amendements soutenus par la majorité des membres du comité ont été défaits une fois rendus dans cette Chambre, Monsieur le Président. Je me dois aujourd'hui de rappeler toute l'importance des travaux réalisés par les parlementaires en comité. Je sais à quel point c'est un aspect de notre travail qui demande beaucoup de rigueur, de précision et surtout de volonté de vouloir collaborer et améliorer les choses, mais malheureusement, force est de constater que ce gouvernement-là ne semble pas tout prendre la portée législative, pas comprendre la portée législative, ni l'ampleur du travail que ça représente de siéger en comité. Comme je disais, Monsieur le Président, globalement, le Bloc québécois est satisfait du principe de C-12. On salue l'intention du gouvernement. Néanmoins, il y a plusieurs questions qui demeurent. Je pense notamment aux ressources, mais aussi à l'enjeu des délais de traitement des demandes d'asile qui, disons-le, sont plus que problématiques. Je m'explique mal comment, après analyse du projet de loi, ces délais seront réduits. J'ai vite constaté que ce que faisait réellement le gouvernement avec C-12, c'est de transférer l'afflux des demandes d'un endroit à un autre et de s'en sauver en disant « on a réglé le problème ». Donc, en effet, les fonctionnaires qui traitent les demandes d'asile et ceux qui analysent les demandes d'examen des risques avant renvoi, ils ont des formations différentes et ça a été dit en comité, Monsieur le Président. Et étant donné que les formations sont différentes, les volumes ne seront pas probablement que transférés d'un centre de traitement à un autre. C'est donc dire que le volume global, il ne changera pas, mais il va se promener d'une place à une autre. Donc, non seulement ça ne changera pas comme volume, mais en prime, les délais, eux autres, vont exploser parce qu'il y aura probablement un manque d'effectifs qui n'auront pas reçu la formation d'examen de risque avant renvoi, qui ne seront pas capables de traiter ces demandes-là. Mon autre inquiétude, Monsieur le Président, c'est évidemment la répartition des demandeurs d'asile. C'est pas normal que des demandeurs d'asile qui arrivent à Montréal se retrouvent tout de suite sans logement parce qu'on n'a pas les moyens de les accueillir convenablement. Pendant ce temps-là, il y a des provinces dans le reste du Canada qui font absolument rien, Monsieur le Président. Elles ne mettent pas la main à la pâte pour l'accueil de ces demandeurs d'asile-là. Je rappelle qu'en 2024, l'ancien ministre de l'Immigration, député de Ville-Marie, qui est rendu au patrimoine à cette heure puis qui a fait grand bruit d'ailleurs, avait annoncé en grande pompe qu'elle allait former un comité, Monsieur le Président, et qu'elle allait s'organiser pour répartir les demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire. Un gros show de boucan, une grosse conférence de presse avec des ministres de l'Immigration d'un peu partout au Canada, au niveau provincial, qui étaient avec lui à ses côtés. Le fédéral était fier de dire « on a enfin trouvé la solution ». Et depuis ce temps-là, Monsieur le Président, c'est silence radio. On n'a plus jamais entendu parler de ce comité-là. Les libéraux n'ont plus jamais proposé de solution. Monsieur le Président, ça n'a pas de maudit bon sens. Et comme je le disais, on est d'accord avec le principe général de C-12. J'y vois d'ailleurs une tentative du gouvernement de répondre à la demande prioritaire du Bloc québécois de retirer la clause du 14 jours qui était contenue dans l'entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis et qui a créé une brèche qui est exploitée par les réseaux de passeurs aux frontières. Mais C-12
avec la clause du 14 jours, ça n'a pas été abordé de la bonne façon, puis les réels impacts de la solution d'échange qui a été proposée, c'est assez difficile à cerner. En toute honnêteté, je pense que les réseaux qui exploitent les migrants à l'heure actuelle parviendront toujours à faire la même chose malgré l'adoption de C12. C'est simple, l'entente sur le tiers pays sûr aurait dû être réouverte, comme le demandait le Bloc québécois, afin qu'on retire cette disposition-là et qu'on cesse l'exploitation de personnes vulnérables à la merci de réseaux de passeurs. Le gouvernement en aura décidé autrement, mais le 14 jours, M. le Président, là, je ne pense pas que les gens comprennent à quel point c'est exploité par les réseaux de passeurs. On a des antennes, des contacts avec des gens des deux côtés de la frontière, aux États-Unis et ici, au Québec et au Canada, qui s'occupent des migrants, qui essayent de leur venir en aide. Et ce 14 jours-là, on se le fait dire par ces personnes-là, il est utilisé par les passeurs criminels. Parce qu'avant, ils faisaient juste charger de l'argent aux migrants pour passer de façon irrégulière. Mais maintenant, ils rajoutent, je dirais, un truc au contrat en disant « On va vous faire passer de façon régulière, mais après, on va vous cacher pendant 14 jours. Et une fois que vous allez avoir été caché pendant 14 jours, vous allez pouvoir faire votre demande d'asile. » Et là, ce que ça implique, ce que ça provoque, ce que ça a comme conséquence, M. le Président, c'est que ces personnes-là qui doivent se cacher pendant 14 jours, parce que c'est une disposition de l'entente tiers pays sûr, là, ils se cachent pendant 14 jours, sont à la merci des réseaux de passeurs criminels pendant 14 jours et ils n'osent pas sortir de leur cachette parce que à ce moment-là, leur demande d'asile ne pourrait plus être valide. Et là, dans la même loi, c'est assez schizophrénique quand on y pense, M. le Président, la même loi vous dit faut que vous transgressiez la loi, faut que vous violiez la loi pour pouvoir répondre à la loi, pour pouvoir être correct avec la loi. C'est-à-dire que faut que vous traversiez de façon irrégulière. Faut que tu te caches pendant 14 jours sur le territoire. Puis quand tu as réussi ça, là, quand tu as brisé la loi, bien là, tu peux défaire ta demande d'asile. Puis elle est admissible. Monsieur le Président, quel gouvernement d'un pays du G7 vous demande de briser la loi pour pouvoir la respecter ensuite? C'est tout, Monsieur le Président. Questions and comments. Commentaire, the honourable member for Winnipeg North. L'honorable député de Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. Je dois reconnaître que dans C12, on a senti un meilleur esprit de collaboration de tous les côtés de la Chambre et ainsi nos frontières seront encore plus sûres. Bien sûr, beaucoup d'entre nous souhaiteraient que d'autres projets de loi émanant du gouvernement soient adoptés, mais je reconnais l'esprit de collaboration qu'on constate avec C12. Le député a parlé de la GRC, des contrôles à la frontière. Le premier ministre, le gouvernement, le caucus libéral dans son ensemble ont été clairs. 1000 agents de la GRC, 1000 agents de l'Agence des services frontaliers seront ajoutés. Oui, il faut relever certains défis pour y arriver, mais on le fera. Aimerait-il ajouter autre chose par rapport à la GRC et les contrôles à la frontière? Merci, M. le Président. Bien, deux choses là-dedans. Premièrement, le syndicat de l'Agence des services frontaliers nous dit qu'il manque de 2 à 3 000 agents présentement. Le syndicat de l'Agence des services frontaliers nous dit le gouvernement, de façon administrative, pas besoin de mettre ça dans un projet de loi ou rien de ça, là, pourrait, demain matin, donner le pouvoir aux agents des services frontaliers de patrouiller à l'extérieur des postes frontaliers. Juste ça nous aiderait, puis on aurait besoin d'engager moins de personnes à GRC parce que ça permettrait à ces agents-là de pouvoir faire leur travail puis d'arriver sur le lieu d'une dénonciation, par exemple, beaucoup plus rapidement que les agents de la GRC pourraient le faire. Donc, il y a des choses que le gouvernement peut faire maintenant. Il ne le fait pas alors que le syndicat qui représente les membres de l'Agence des services frontaliers lui demande de le faire. Et on l'a reçu en comité. Et les gens de l'Agence des services frontaliers, sous-ministre et le ministre nous ont dit « Ben non, on le fera pas. » Donc, c'est un peu dommage que le gouvernement ne réalise pas à quel point il pourrait faire des choses sans passer par C12 rapidement, puis ça changerait la donne. Questions and comments. Question et commentaire, the honourable member for Chatham-Kent-Leamington. L'honorable député de Chatham-Kent-Leamington. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier mon collègue du Lac-Saint-Jean
pour tout le travail qu'il fait au nom des gens persécutés de partout dans le monde. Il est au comité de l'immigration, au comité de la sécurité publique et il y travaille. Bien sûr, il connaît bien le projet de loi, c'est évident d'après son discours. Alors, j'ai une question pour lui. C12 a découlé d'un autre projet de loi, le C2, et ça fait partie d'un projet de loi omnibus. Peut-il nous parler de l'efficience ici en cette Chambre et de la collaboration? On avait une idée de réforme. Ici, on l'a mis dans un projet de loi omnibus alors que le gouvernement disait ne pas vouloir faire ça. Je veux vous dire à quel point j'apprécie mon collègue. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé sur plusieurs comités, quelqu'un qui travaille d'arrache-pied et qui le fait pour les bonnes raisons. Même si des fois on a des visions différentes, on est capable de débattre puis faire des avancées aussi puis de collaborer. Effectivement, le gouvernement, depuis qu'il est en place, oublie une chose. C'est un gouvernement minoritaire et il se comporte comme un gouvernement majoritaire. On n'a qu'à regarder les projets de loi qu'il dépose depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et c'est comme si ce gouvernement-là se croyait tout-puissant, alors qu'il doit travailler avec les partis d'opposition. Et on est capable de le faire. On l'a fait d'ailleurs sur C12. Sans mes collègues du Parti conservateur, C12 ne serait pas ce qu'il est rendu aujourd'hui. C'est parce qu'on a collaboré, parce qu'on a fait des changements et on l'a fait en pensant aux gens qui vont être touchés par C12. Merci, M. le Président. Question complémentaire, le député de Rimouski, la Matapédia, environ 30 secondes. Merci beaucoup, M. le Président. Je félicite mon excellent collègue de Lac-Saint-Jean pour son discours. M. le Président, le gouvernement aime ça se répéter pour essayer de faire impression qu'il est bon. Au mois d'avril, le premier ministre est allé en conférence de presse. Il dit « Hey, on va annoncer des agents supplémentaires aux agences des services frontaliers. Il faut sécuriser nos frontières. » C'est une demande des Américains, hein? Ça ne venait pas d'eux autres. Là, après ça, il revient au mois d'octobre, il fait une autre conférence de presse pour annoncer la même affaire. Il dit, regardez au budget, on va vous annoncer quelque chose. Il répète les annonces, puis en plus, il annonce même pas l'effectif nécessaire que le syndicat des services frontaliers demande. Alors, j'aimerais que mon collègue m'explique, là, selon lui, là, c'est un gouvernement qui improvise ou qui a vraiment un plan avec une vision très claire? Le député de Lac-Saint-Jean, 30 secondes. Ce qui me fascine avec C12, c'est que le gouvernement a dit « Fallait donner un grand coup, il fallait moderniser ce qui se passe aux frontières. C'est important, ça n'avait plus de bon sens ce qui se passe aux frontières. Il faut changer des lois sur l'immigration, sur la justice, sur la sécurité publique parce que ça va mal. » Et ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Monsieur le Président, ça fait 10 ans qu'ils sont là, puis ils viennent de se rendre compte que ça va mal, puis il faut donner un coup de barre. Monsieur le Président, c'est pas sérieux. Avant d'aller à la reprise du débat, je pense que le député de Burnaby Centre veut prendre la parole pour un rappel au règlement. Je veux dénoncer le fait que l'homophobie, la haine et l'intimidation n'ont pas leur place ici en cette Chambre. Ils n'ont pas leur place non plus au Canada. Au Comité de la justice, mardi soir, on m'a intimidée à cause de mon accent en anglais. On a attaqué mon intelligence et un membre permanent a retiré mon nom. Je vais entendre le rappel au règlement et j'entendrai les autres interventions après. Je laisse le député poursuivre. Et donc, ces actes, intentionnels ou pas, minent le décorum auquel on peut s'attendre en comité parlementaire. Ils ont eu une incidence sur ma capacité de participer et ont eu une incidence aussi sur le fait que tous les députés, y compris les membres de minorités visibles, méritent d'être traités avec respect. Que ce soit envers les membres ou les membres substituts, on doit être respectueux. Retirer la plaque d'un nom d'un député ne devrait pas avoir lieu sans le consentement d'un député. On doit veiller à ce que tous les députés puissent participer pleinement au débat en comité ou ailleurs. Je demande des excuses de la part du député de Elgin St. Thomas, du député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan et du député de Peace River, West Loch,
pour que les comités puissent continuer à fonctionner en toute liberté et dans la dignité. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'honorable député de Burnaby Centre pour son intervention. Je veux rappeler à tous les députés qu'il est important de s'en tenir à des normes élevées en matière de comportement. Cette question qui a été soulevée relève de la compétence du comité et le président du comité pourra faire rapport à la Chambre au besoin. Reprise du débat. L'honorable député d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole ce matin au nom des gens que je représente à Oshawa pour débattre de C12. Une chose revient constamment quand je parle aux gens que je représente. Ils me parlent de sécurité. Ils souhaitent que le gouvernement règle les problèmes à la frontière, il règle les problèmes dans le système d'immigration et qu'il restaure la sécurité publique. Cette préoccupation ne se limite pas à Oshawa. Au Canada, les gens vivent dans un pays qu'ils reconnaissent à peine. Ils se soucient de la violence dans les collectivités, des drogues dangereuses qui sont dévastatrices pour leur quartier, des contrôles à la frontière faibles, et ils s'inquiètent du gouvernement qui ne remplit pas sa responsabilité, c'est-à-dire maintenir la sécurité pour les Canadiens. Le gouvernement libéral avait promis des communautés plus sûres, des frontières plus robustes et un système d'immigration crédible. Mais après 10 ans, les résultats parlent de la criminalité a augmenté, les contrôles à la frontière sont moindres, les drogues dures sont plus accessibles qu'avant. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on débat du C12, loi visant à renforcer le système d'immigration à la frontière du Canada. C'est la tentative du gouvernement de convaincre les Canadiens qu'il sait comment réparer les problèmes qu'il a causés. On nous dit que il y aura davantage de contrôle à la frontière, que ceux qui posent des risques seront punis. Les Canadiens ont bien sûr entendu ces promesses auparavant. Ils les ont entendues quand le gouvernement a affaibli les lois en matière de cautionnement en 2019 et quand le gouvernement a insisté que tout allait bien. Les Canadiens ont entendu ces promesses alors que des récidivistes violents étaient relâchés. Ils ont entendu le gouvernement et ses promesses. Celui-ci a prétendu que ses politiques en matière de drogue allaient fonctionner alors que les surdoses augmentaient. Ils ont entendu les promesses du gouvernement quand il prétendait que la frontière était sûre alors que la migration irrégulière augmentait. Les Canadiens ont raison d'être sceptiques. Au Comité de la sécurité publique, j'ai étudié de près le C12. Il est devenu très clair rapidement que le projet de loi n'était pas complet, qu'il avait des lacunes. Les conservateurs étaient prêts à travailler de bonne foi, à offrir des solutions. Malheureusement, le gouvernement n'a montré que très peu d'intérêt à se montrer sérieux, comme le commande le moment. Nous avons proposé des solutions constructives qui même s'harmonisaient à ce que les experts nous ont demandé. Nous avons entendu des témoins experts. Nous avons proposé 40 amendements de fond qui se concentraient sur l'application de la loi, la reddition de comptes, la sécurité à la frontière et les processus de renvoi. Les amendements étaient pratiques et fondés sur les préoccupations des Canadiens. Je veux remercier la députée de Calgary-Nose Hill pour son leadership concernant les éléments qui touchent à l'immigration dans le projet de loi. Je remercie aussi le député de Kamloops, Thompson-Nicolas, pour ses contributions. Leur expertise a fait en sorte que les amendements qu'on a proposés étaient solides. Nous avons précisé ce que signifie criminalité grave dans la loi sur la protection des réfugiés et la loi de l'immigration pour veiller à ce que les punitions pour des infractions sont traitées comme telles aux fins d'immigration. C'est censé. Nous avons parlé des rares dans les expulsions en demandant qu'il y ait
qu'on arrête de faire des évaluations de risque avant renvoi s'il n'y a pas de preuves nouvelles. Et on veut s'assurer, bien sûr, que le renvoi se produise. Nous avons modernisé les échéanciers, les procédures pour que les ordres de renvoi puissent être appliqués de façon plus prévisible. Nous avons renforcé le système de demande d'asile en demandant que si une demande est abandonnée qu'une demande soit abandonnée si le demandeur retourne dans son pays, dans le pays qu'il a fui. Nous avons demandé aussi de meilleurs outils pour que les demandes frauduleuses soient rejetées. Nous avons demandé des limites claires pour le contrôle de pouvoir extraordinaire dans la partie 7 du projet de loi. Nous avons insisté pour obtenir de la transparence et un contrôle parlementaire pour que le statut de résident temporaire ne puisse être modifié derrière des portes closes. Il s'agissait donc d'amendements constructifs, raisonnables. Certains ont été appuyés par le Bloc québécois, mais les libéraux en ont rejeté bien trop et dans certains cas, ils ont tenté de vider de toute substance les amendements qui ont été adoptés. Monsieur le Président, la sécurité des Canadiens ne devrait pas être un enjeu partisan. On s'attend à un gouvernement qui renforce la sécurité à la frontière, qui applique la loi et qui gère l'immigration avec compétence et avec équité. Mais plutôt, la confiance s'est érodée depuis plusieurs années. Dans certains cas, des gens qui posaient un risque clair pour les Canadiens n'étaient pas renvoyés assez rapidement, même si le renvoi était justifié. Ces échecs remettent en péril la sécurité publique et minent la confiance envers le système d'immigration. Quand la confiance s'érode, c'est le système au complet qui s'érode lui aussi. Ce débat est important parce que les Canadiens souhaitent de vraies solutions. Ils veulent un système qui donne priorité à la sécurité, à l'équité et à l'ordre. Ils veulent un système d'immigration qui donne la place au gros bon sens et non pas au message politique. À Oshawa, on m'en parle souvent. Les nouveaux arrivants m'en parlent souvent. Eux ont suivi les règles, ils sont fiers d'être Canadiens, mais ils sont frustrés parce que le système ne fonctionne plus de manière prévisible ou équitable. Des résidents de longue date sont en faveur d'une immigration durable, robuste, mais souhaitent que l'immigration soit gérée de manière sécuritaire et transparente. Ils souhaitent un système qui récompense l'honnêteté. Ils ne veulent pas des échappatoires dans le système. Ils souhaitent une politique à la frontière qui donne la priorité à la sécurité. Ils ne veulent pas que ce soit une pensée après coup. Ces gens ne sont pas extrêmes, ils ne sont pas partisans, ceux qui demandent cela. Ils demandent simplement de la compétence et de la responsabilité de la part du gouvernement fédéral. Les Canadiens souhaitent de la compassion, mais ils souhaitent aussi une reddition de comptes. Ils souhaitent un système qui fonctionne. Alors, si le gouvernement veut ramener la confiance, il doit reconnaître les conséquences de ses propres politiques. Les conservateurs croient qu'il est possible d'avoir des frontières sûres, des communautés sûres et un système qui soit transparent et couronné de succès. Nous croyons qu'il est important de renforcer la confiance. Si le gouvernement souhaite ramener la confiance, il doit reconnaître les conséquences de ses propres politiques ratées. Le gouvernement doit offrir aux agents de la frontière, aux agents d'application de la loi, les outils dont ils ont besoin pour ramener la reddition de compte que le système a affaibli depuis près de 10 ans. Les députés de l'autre côté, lors de questions et commentaires, nous parlent de C14 et en même temps, leurs collègues au comité de la justice font obstacle à une motion de consentement unanime des conservateurs pour passer à C14. Alors, le gouvernement dit une chose et son contraire.
est désorganisé. Et voilà ce qu'il y a de plus triste dans toute l'affaire. Les résidents d'Oshawa souhaitent un gouvernement qui prend au sérieux la sécurité du public. Ils veulent un leadership qui se concentre sur les résultats, non pas les excuses. Les Canadiens méritent mieux, mais ne craignez rien, Monsieur le Président. Les conservateurs sont prêts à faire mieux. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et vous savez qu'il s'agisse du Premier ministre ou du gouvernement dans son ensemble, il appartient aux conservateurs de faire mieux parce que nous avons déposé des lois exhaustives pour réformer la frontière, notamment pour renforcer la sécurité à la frontière, pour stabiliser notre système d'immigration. Le gouvernement a souscrit de nombreux engagements envers les Canadiens. Les Canadiens veulent qu'il y ait une loi sur la réforme de la mise en liberté sous caution. Le budget aussi contient de nombreuses mesures et l'obstacle principal qui empêche de livrer des résultats pour les Canadiens, c'est que les conservateurs ne permettent pas à ce qu'on aille de l'avant. Par exemple, pour ce qui est de la mise en liberté sous caution, nous pouvons mettre en œuvre cette réforme. L'honorable député d'Oshawa, je suis ravie que le député m'ait posé cette question parce qu'il n'a pas écouté les quelques dernières minutes de mon discours où j'ai parlé très clairement du projet de loi de réforme de mise en liberté sous caution. Et j'ai dit que les députés libéraux du Comité de la justice bloquent notre motion visant à passer à C14 pour que nous puissions passer à l'étape du comité sur cette question. Et les libéraux votent constamment contre l'idée de passer au projet de loi C14. Alors peut-être que l'honorable secrétaire parlementaire pourrait traverser la rue, se rendre à l'édifice Wellington et parler à ses camarades libéraux pour qu'on adopte l'idée de passer au projet de loi C14. Rappel au règlement. Un bref rappel au règlement. Pourrait-il avoir un consentement unanime pour qu'on propose que le projet de loi C14 passe en troisième lecture? Ceux qui sont contre, dites nay. Il n'y a pas de consentement unanime. Merci beaucoup, M. le Président. Je salue la collègue du Parti conservateur pour son discours. M. le Président, vous savez, en 2017-2023, il y a 150 000 personnes qui sont passées de façon irrégulière qu'on a appelé le chemin Roxham. On vous dire, à l'époque, là, le Bloc québécois s'est pas mal époumoné en Chambre pour poser des questions au gouvernement afin de régler la situation. Le conservateur était assez discret, voire silencieux sur cet enjeu-là. Je pense que ça amène quand même des constats sur le fait qu'il y avait des problèmes aux frontières. Le gouvernement, à plusieurs reprises, a dit qu'il allait augmenter les effectifs aux frontières, mais c'est insuffisant, selon même les propres dires du syndicat des agences de services frontaliers. Alors, j'aimerais que la collègue m'explique de son point de vue qu'est-ce que ça vraiment pour rétablir la confiance, notamment des gens par rapport aux frontières, mais aussi pour assurer cette sécurité-là pour l'ensemble des populations qu'on représente. The honourable member for Oshawa. L'honorable député d'Oshawa. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le député d'avoir soulevé ses préoccupations de nombreuses fois. C'était des préoccupations partagées en ce qui concerne le chemin Roxham, c'est-à-dire que les conservateurs partagent ces préoccupations. Nous avons très souvent appelé ce gouvernement libéral à régler les problèmes à la frontière, à rehausser le nombre d'agents des services frontaliers et leur donner davantage d'outils. Et donc, nous avons voulu étudier certaines questions au Comité de la sécurité publique, notamment l'environnement psychologiquement toxique à l'Agence des services frontaliers. On parle de 1000 nouveaux agents, mais le taux d'attrition étant élevé. Est-ce qu'il s'agira de 1000 nouveaux agents ou simplement 1000 agents pour remplacer ceux qui sont partis? L'honorable député, je remercie ma collègue de son excellent discours.
La députée a dit que les gens voulaient de vraies solutions. Et qu'en est-il du problème des frontières poreuses et de la confiance brisée, du trafic de drogue, de la contrebande d'armes? Qu'est-ce que tout cela signifie pour les familles et la sécurité dans les communautés? L'honorable députée d'Oshawa, je remercie ma collègue de Cambridge de sa question et je crois qu'elle connaît la réponse. C'est parce que dans toutes nos communautés, nous constatons qu'il est difficile de se promener dans les rues à pied. Je pense à la rue où se trouve mon bureau à Oshawa. Et je vois des gens qui font des surdoses, qui ont des armes à feu. Et les gens à mon bureau ont du Narcan à portée de main. Donc, ce n'est pas un endroit sécuritaire, que ce soit pour y habiter ou pour y être. Et tout cela est dû aux échecs de ce gouvernement, notamment de l'échec à protéger nos frontières, à éviter que des drogues dures entrent dans notre pays et à permettre à des récidivistes de sortir de prison et de se retrouver en toute liberté ou presque pour causer d'autres préjudices à nos communautés. L'honorable député de Saskatoon-Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je suis ravie de prendre la parole en ce moment. Donc, nous nous trouvons à l'époque de Noël et le député de Vancouver-Kingsway a demandé au gouvernement d'accorder le statut de parti au NPD pour que la Chambre fonctionne mieux, dit-il. Je ne suis pas d'accord. Et en fait, j'ai une meilleure question à poser au premier ministre. Veut-il accorder aux Canadiens ce qu'ils veulent vraiment, c'est-à-dire qu'il retourne à son emploi chez Brookfield et qu'il laisse aux conservateurs le soin de gouverner le pays? Maintenant, pour ce qui est de l'esprit de Noël, je voulais remercier le personnel de soutien. Nous avons les gens qui font la traduction, nous avons les pages, nous avons toutes sortes de membres du personnel. Nous avons les membres de notre personnel à nous qui travaillent très fort et je veux tous les remercier et leur souhaiter un joyeux Noël. Et je veux souligner particulièrement le personnel de la salle à manger parlementaire. Bon, je ne donne pas toujours d'excellents pourboires, alors voici ma façon d'y remédier. Nous pouvons nous rencontrer à cet endroit et discuter de questions importantes autour d'un repas. Donc, je remercie le personnel de la salle à manger parlementaire. Et nous parlons souvent aux membres du personnel, alors je les remercie. Maintenant, je vais parler du projet de loi C12. Alors, c'est le successeur du projet de loi C2. Donc, C2, c'est souvent le premier projet de loi présenté par le gouvernement. Et ils ont mis beaucoup d'efforts dans ce projet de loi. Avez-vous entendu parler de C2? Non, parce que c'était complètement chaotique comme projet de loi. Et donc, les éléments qu'ils ont pu rescaper se sont retrouvés dans C12. Donc, il s'agit du but du gouvernement, c'est-à-dire faire le plus grand nombre de choses possibles à une vitesse record et on finit par ne rien faire. Il n'y a que 2 projets de loi qui ont été adoptés. Alors, si c'est une vitesse record, c'est assez surprenant. Et donc, l'objectif du projet de loi, c'était de régler les problèmes d'immigration, notamment en ce qui concerne les demandes d'asile et les expulsions. Il y a de bons éléments dans ce projet de loi, mais il y avait tellement d'autres choses à faire pour régler les problèmes. Nous avons proposé 27 amendements, 8 ont été acceptés, donc il y a un grand nombre d'entre eux qui n'ont pas été acceptés. Je remercie le Bloc qui a travaillé très fort au comité. Ils ont proposé leurs propres idées. Nous avons proposé des idées. Nous avons travaillé ensemble et le comité a pu s'entendre sur un certain nombre de choses. Les libéraux ont donné leur aval aussi. Et malheureusement, il y a des choses qui ont été refusées. Monsieur le Président, par vous, une fois que la question a été débattue ici.
Pour ce qui est des criminels étrangers, nous avions proposé un amendement pour expulser les gens accusés, dis-je, de crimes graves parce qu'il y a des juges qui octroient des peines moins sévères aux étrangers. Ensuite, il y a le groupe de travail sur l'extorsion en Colombie-Britannique. Il y a des gens qui ont été accusés d'extorsion. En fait, c'est un problème important, l'extorsion dans tout le pays, surtout en Colombie-Britannique. Donc, il y a 14 personnes qui ont été accusées. Qu'ont fait ces personnes? Elles ont déposé une demande d'asile. Et donc, il y aura une période d'attente d'environ 4 ans et dans l'intervalle, ces personnes obtiendront tous les avantages que nous octroyons à ceux qui demandent l'asile, même si les demandes sont légitimes. Nous avions proposé un amendement pour rejeter faire en sorte plutôt que les personnes qui étaient accusées de crimes ne puissent pas demander l'asile. Par exemple, le fait de mentir à un agent serait un motif de refus de demander. On ne respecte pas les exigences de base. Notre demande est refusée. Et une fois qu'il y a refus et appel, alors seuls les soins de santé d'urgence seraient fournis selon notre proposition. Et les établissements d'enseignement seraient responsables si une personne qui y était inscrite demandait l'asile et que cette demande était rejetée. Nous avons proposé des modifications sur la transparence pour amener un minimum de transparence dans le système. Parfois, il y a des questions écrites et des questions qui sont posées oralement. Donc, certaines de ces mesures ont été adoptées, d'autres non. Et l'un des problèmes, c'est que nous avions proposé que le gouvernement ne puisse convertir un nombre massif de résidents temporaires en résidents permanents et qu'on ne puisse pas prolonger le droit de séjour d'un nombre massif de résidents temporaires. C'était des tentatives de régler les problèmes du système et bien sûr, les libéraux ont bloqué la plupart de ces propositions. Maintenant, pour ce qui est de travail acharné, je dois dire que nous avons déployé de ce côté de la Chambre beaucoup d'efforts pour améliorer le système d'immigration. Beaucoup de personnes pensent que le travail de l'opposition, c'est précisément de s'opposer à ce qui est proposé, mais nous devons également proposer des solutions. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé très fort grâce à notre ministre fantôme, la députée de Calgary-Nose Hill. Donc, nous avons voulu nous assurer de proposer des politiques qui pourraient aider à régler le problème. Et il y a un autre problème quant à la citoyenneté. Pour ce qui est du projet de loi C3, par exemple, c'était le projet de loi qui permettait l'immigration en chaîne, à des gens non nés dans le pays de devenir citoyens ainsi qu'à leurs enfants et ainsi de suite. Et donc, nous avons travaillé très fort pour apporter des modifications qui ont bien sûr été rejetées. Ensuite, il y a les cérémonies de citoyenneté en ligne. Et c'est la majorité des cérémonies en Saskatchewan qui se déroulent ainsi. Et pour de nouveaux arrivants dans notre pays, c'est souvent moment qui est parmi les plus importants de cette phase de leur vie et leur demander de participer depuis un ordinateur, c'est embarrassant en fait et cela ne reflète pas le vrai objectif et la vraie signification de cette cérémonie de citoyenneté. Donc, nous avons voulu éliminer cet aspect du projet de loi. Et ça n'a pas été fait. Ensuite, pour ce qui est des travailleurs étrangers temporaires, nous avons proposé de mettre fin à ce programme. Nous avons une crise de l'emploi chez les jeunes. Les taux de chômage chez les jeunes se situent à environ 15 %, ce qui est beaucoup trop élevé. Donc, le programme des travailleurs étrangers temporaires fait partie du problème. Bien sûr, il faut tenir compte de l'agriculture, entre autres, mais de façon générale, nous en avons beaucoup trop et nous ne voulons pas que le système d'immigration devienne le bassin de ressources humaines pour des endroits comme Tim Hortons. Ensuite,
Nous voulons également qu'il y ait un peu plus de raisons qui soient injectées dans le système de détermination de la peine pour les immigrants. Un éditorial du Globe and Mail a dit que les juges protègent les non-citoyens des conséquences de leurs actes criminels et personne ne semble tenir compte du fait que les Canadiens ne souhaitent peut-être pas que ces délinquants deviennent des citoyens. Donc, si une personne est condamné à un crime passible d'une peine de plus de 6 mois, alors les juges peuvent réduire la peine à moins de 6 mois pour éviter les conséquences. Il devrait y avoir une norme applicable à tous, qu'on soit citoyen canadien ou non. Et ce n'est pas le cas. Et bien sûr, se débarrasser des salles, des chambres d'hôtel gratuites, par exemple, pour les demandeurs d'asile et de toute une gamme de soins de santé. Nous avons donc proposé de nombreuses solutions pour le gouvernement et bien sûr, la plupart d'entre elles ont été rejetées. Ce que je voulais dire, ultimement, c'est que nous avons travaillé très fort sur cette question. Nous croyons que nous pouvons régler les problèmes du système et le gouvernement a choisi la voie facile avec le projet de loi C-12, alors qu'il y a de nombreuses choses qui doivent être réglées. Donc, nous allons continuer à travailler très fort sur le projet de loi C-12 pour que le système d'immigration fonctionne mieux. Et en conclusion, joyeux Noël à tous. L'honorable secrétaire parlementaire, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis peut-être biaisée, Monsieur le Président, mais je soutiens que le Canada est l'un des meilleurs pays en ce qui concerne la démocratie et les principes fondamentaux. Mais ce ne serait pas possible sans le personnel de soutien qui appuie le Parlement. Et donc, le député d'en face a parlé de nombreuses personnes, les gens qui travaillent à la sécurité, au Hansard, au bureau du greffe, à d'autres endroits. Donc, il y a de nombreuses personnes qui contribuent au fonctionnement du Parlement et donc je voudrais leur transmettre ma gratitude pour leur travail. Maintenant, pour ce qui est de la question soulevée par le député qui a fait référence au projet de loi C-2, dans le projet de loi C-2, il y a l'accès légal que nous avons dû exclure et nous croyons que c'est essentiel. Nous sommes l'un des seuls pays du groupe des 5 Je dois donner aux députés suffisamment de temps pour répondre à la question. Merci, Monsieur le Président. C-2 n'a pas progressé. Et il y a une raison qui l'explique, c'est que c'était un mauvais projet de loi. Et cela illustre la façon de faire de ce gouvernement. Il s'agit du premier projet de loi qui a été proposé par ce gouvernement. C'est leur projet de loi phare. Tout de suite après l'élection, c'est le projet de loi sur lequel ils ont mis l'accent. Ils se sont dit que devons-nous faire en premier et ils ont élaboré ce projet de loi qui est encore en attente. Il n'y a pas eu de progrès parce que c'est un projet de loi qui comporte des failles. Et donc, c'est un excellent exemple de la façon dont très peu a été accompli par ce gouvernement. Lac-Saint-Jean. Merci. Je vais essayer d'être court, Monsieur le Président, parce que là, il y a des gens qui oublient que vous faites des signes quand on est trop long. Je veux souhaiter un joyeux Noël à tout le monde, d'ailleurs. Je veux remercier mon collègue à qui j'apprécie vraiment travailler au comité immigration. On a une belle collaboration et je pense qu'on fait la démonstration que c'est possible de travailler de façon rigoureuse, en comité, ensemble, de façon collaborative. Maintenant, parlant de comité, il y a aussi des comités qui vont plus mal, comme le comité justice, par exemple, où certains de mes collègues conservateurs n'apprécient pas trop le travail des comités au comité justice parce que le Bloc québécois veut abroger l'exemption religieuse dans le code criminel. Et là, ma question pour mon collègue, parce que c'est un cadeau que je lui fais, je veux savoir, selon lui, ses collègues québécois du caucus conservateur, où ils se positionnent présentement par rapport à l'exemption religieuse. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Saskatoon-Ouest. Merci. Je remercie mon collègue du Lac-Saint-Jean. Nous travaillons effectivement très bien en comité. On n'est pas toujours d'accord, mais on peut néanmoins collaborer. C'est ce que souhaitent les Canadiens de leur Parlement.
Que les gens avec diverses opinions puissent néanmoins travailler de façon constructive. C'est la relation que nous entretenons et j'en suis ravie. Pour ce qui est de la question, nous sommes unis, bien entendu. Je ne peux pas parler des croyances de toutes les personnes de notre parti, mais nous avons une position commune et nous voulons cheminer dans la même direction. Nous devons aller de l'avant. Nous devons pouvoir communiquer nos opinions. Le problème avec le comité de la justice, c'est que le gouvernement annule continuellement des réunions. On écourte même les réunions. Le gouvernement ne peut pas faire le travail nécessaire. Questions de commentaires, l'honorable député de Swift, Current Grasslands. 30 secondes au moins. Merci. Je remercie mon collègue de son discours. Nous avons été élus au même moment. Depuis notre élection, nous avons constaté que le gouvernement présente de piètres projets de loi et gère mal les échéanciers. J'aimerais savoir ce que nous proposons, ce que les conservateurs proposent pour améliorer le projet de loi. Réponse en 30 secondes du député de Saskatoon-Ouest. Je remercie mon collègue de sa question. Nous avons effectivement été élus en même temps. Très peu de choses ont été accomplies depuis 6 ans que nous attendons que les choses changent. Nous avons présenté d'innombrables amendements. Des amendements qui portaient surtout sur la criminalité. Trop souvent, les non-citoyens canadiens sont accusés de crimes, sont reconnus coupables devant les tribunaux. Les juges diminuent les peines imposées parce que les juges savent qu'il y aura des répercussions sur les statuts d'immigration, pourrait même entraîner une déportation. Les juges réduisent donc les peines qui seraient imposées à des citoyens canadiens. Rappel au règlement. Le député de Chatham-Kent-Leadington, le député de Winnipeg-Nord, pendant cette intervention, s'est décrit comme étant seulement partiellement biaisé. Ça a induit la Chambre en erreur. Je comprends que c'est une blague, mais on s'arrêtera là. L'honorable député de Windsor-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Toujours ravi de pouvoir intervenir au nom des citoyens de Windsor-Ouest. J'interviens aujourd'hui en tant que législateur, mais en tant que quelqu'un qui a passé presque 3 décennies dans les forces de l'ordre. Pendant 20 ans, j'ai été policier dans une communauté frontalière. À Windsor, la frontière n'est pas un concept distant, ça fait partie de nos vies. Les familles traversent la frontière le matin pour le travail, pour les écoles. Les criminels tentent d'exploiter cette frontière tous les jours et toutes les nuits. Cette frontière a été ma réalité pendant près de 30 ans lorsque j'ai porté l'uniforme. Lorsque l'on travaille aux premières lignes dans une ville frontalière, on voit des choses qui ne font pas les nouvelles du soir. Des familles déchirées par le fentanyl, trafic d'armes à feu qui se retrouvent sur des crimes de Sinn, des agents de la SFC qui ont des ressources désuètes, un manque de ressources. Ils doivent gérer un volume ahurissant de demandes. Les policiers, des bons agents, doivent supporter le fardeau imposé par les politiques déchues du gouvernement. De nombreux policiers avec lesquels j'ai travaillé me disaient qu'ils se cherchaient à colmater toutes les brèches du système. Ce n'était pas une crainte, mais une réalité. Les policiers doivent répondre aux crises de santé mentale puisqu'il n'y a pas d'autre système. Les policiers répondent aux récidivistes parce que les lois sur la réforme de liberté sous caution avaient permis leur remise en liberté. Dans des communautés comme la mienne, toutes les failles du système sont exploitées. L'ancien chef de police de Dallas, Brown, a dit lors d'un service funéraire pour 5 de ses agents que la société demande aux policiers de répondre à tous les problèmes, mais ne leur donne pas les ressources nécessaires pour le faire. Ça m'est toujours resté à l'esprit. Ça expliquait très bien notre réalité. Et on voit le même problème répété ici dans le C12. Les libéraux disent vouloir renforcer la frontière, mais ce projet de loi ne jette pas les bases pour que cela puisse se produire. On ajoute les responsabilités sans rajouter de ressources. L'on étend la portée des autorités sans lutter contre les failles déjà existantes. On
laisse des failles énormes dans le système alors que l'on prétend accroître les mesures de protection. Des communautés comme Windsor sont à la traîne. Mais les résidents de Windsor ne sont pas dupes. Ils comprennent les réalités des déplacements transfrontaliers en Amérique du Nord. Ils connaissent les risques, les pressions, ils savent lorsqu'Ottawa n'est pas à l'écoute. Laissez-moi vous parler de la réalité des agents de la SFC de ma région. Ils tentent d'intercepter des substances dangereuses et des armes à feu avec de l'équipement désuet de plus d'une décennie. Il y a une pénurie d'employés. Ils sont surchargés. Ils font un travail épique, mais des gouvernements successifs ne sont pas en mesure ou ont échoué sur toute la ligne, ne leur donnent pas les outils nécessaires pour s'acquitter de leurs responsabilités. Toutefois, ce projet de loi prétend que de tels problèmes n'existent pas. L'on tient pour acquis que si l'on légifère sur davantage d'attentes, les résultats viendront d'eux-mêmes. Mais pour le travail à la frontière et dans le travail des forces de l'ordre, les attentes sans capacité représentent une combinaison dangereuse. Ce projet de loi ne permet pas de répondre aux préoccupations soulevées par les policiers de Windsor et les familles de ma circonscription. L'on ne rectifie pas le système de liberté sous caution qui permet de relâcher les récidivistes violents dans leur communauté. Le projet de loi ne présente pas des peines obligatoires pour les trafiquants de fentanyl. Les personnes qui causent les morts dans nos salles d'urgence. Le projet de loi n'impose pas des peines d'emprisonnement pour les membres de gangs qui auraient en leur possession des armes à feu illégales. Le projet de loi ne prévient pas les détentions à domicile pour les criminels violents. Lorsque je parle aux parents de ma circonscription, ils me disent que la sécurité de leurs enfants est leur priorité. Ils veulent que leur communauté soit stable. Ils veulent que l'utilisation de drogue et que le trafic de drogue soit géré à la source et que les solutions ne soient pas faites à l'emporte-pièce. Toutefois, la ministre de la Justice n'a même pas pu s'engager à empêcher l'édification de sites de fentanyl, de consommation de fentanyl près des écoles et des garderies. Des quartiers entiers sont déstabilisés parce que le gouvernement n'a pas pu établir des pare-feux solides pour ces communautés. Le projet de loi viendrait également élargir la portée des pouvoirs de surveillance de la garde côtière canadienne. Les conservateurs se sont battus pour que la ministre de la Défense nationale et pas un ensemble disparate d'agentes soit responsable de l'utilisation de ses pouvoirs. C'est important dans une société libre. La question est très simple. La confiance. Les Canadiens de Windsor ont confiance en leurs institutions lorsque les institutions démontrent qu'elles comprennent la réalité. Mais ce projet de loi n'est pas au diapason de la réalité des communautés frontalières, communautés comme la mienne. Plutôt, ce projet de loi présente des réponses toutes faites et non une réalité vécue. J'ai passé ma carrière à répondre à des problèmes entraînés par des lois faibles. Je peux vous dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. J'ai de l'expérience à la matière. Nous avons besoin de réelles réformes de liberté sous caution, pas d'autres slogans. Nous avons besoin de peines obligatoires pour les trafiquants de fentanyl et les criminels armés. Nous avons besoin de mesures de protection robustes, pas des chèques en blanc lorsqu'il vient question d'octroi de pouvoir. Nous avons besoin de surveillance accrue. Nous devons adéquatement équiper la SFC, leur donner de l'équipement moderne, davantage de personnel et la capacité d'intercepter les échanges illégaux à la frontière. Nous devons d'abord et avant tout avoir un gouvernement qui comprend que la sécurité est primordiale. Les citoyens de Windsor connaissent la vérité. Nous habitons aux premières lignes, à la frontière, et nous ressentissons les conséquences des décisions prises à Ottawa plus vite et plus intensément que les Canadiens ailleurs au pays. Le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui ne permet pas de répondre aux problèmes que j'ai soulevés. J'ai passé 3 ans en uniforme et je vous dis très clairement qu'il est impossible de protéger une frontière, une communauté ou même un pays avec des paroles en l'air. Il faut des lois claires, des conséquences réelles, des institutions fortes et un gouvernement prêt à faire de la sécurité publique une priorité. Ce projet de loi n'atteint pas ces objectifs et donc les citoyens de Windsor le disent depuis longtemps et le réclament. Les choses doivent changer.
Questions et commentaires. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci. Plus tôt cette année, le Canada a élu un nouveau premier ministre. Depuis, des changements importants ont eu lieu. Réforme de la loi sur la liberté de caution. Loi sur les discours haineux. Loi sur la sécurité frontalière. Nombre de projets de loi ont été déposés. Un budget qui appuie les Canadiens. Projet de loi sur une économie canadienne unie. Et tout ça depuis l'élection de ce nouveau premier ministre et de ce nouveau gouvernement. Les conservateurs doivent reconnaître, comme nous l'avons fait, que ces projets de loi doivent avancer. Pour ce faire, nous avons besoin davantage de coopération du Parti conservateur. Est-ce que les députés s'engagent à coopérer davantage avec nous? L'honorable député de Windsor-Ouest. Merci du rappel, Monsieur le Président. Le rappel que nous avons élu un nouveau premier ministre il y a 7 mois, qui n'a pu adopter qu'un seul ou 2 peut-être projets de loi depuis. C'est honteux comme bilan, honteux pour quelconque premier ministre ici en Chambre. Pas quelque chose dont l'on devrait se féliciter. Pour ce qui est de la collaboration, le C2, prédécesseur du C12, a été un échec absolu. Un projet de loi honteux. Les libéraux sont revenus à la case départ et nous proposent maintenant ce projet de loi qui échoue lui aussi sur toute la ligne. Ils vont devoir revenir à la table d'essai combien de fois pour nous présenter un projet de loi qui répond aux problèmes. Nous sommes prêts à collaborer, mais le gouvernement, lui, n'est pas prêt à le faire. Député de Drummond. Monsieur le Président, je félicite mon collègue pour son discours. Ça a été mentionné à quelques reprises depuis le début de ce débat aujourd'hui sur C12. Une belle collaboration entre les conservateurs et le Bloc pour améliorer ce projet de loi qui, comme le disait mon collègue, dans sa version originale, était inacceptable, ou du moins certaines parties de ce projet de loi étaient extrêmement difficiles à faire passer, à faire avaler. Il y a des mesures qui avaient été prises, en fait, des engagements été pris par le gouvernement, notamment pour l'embauche d'agents pour la Gendarmerie royale, aussi des agents pour les services frontaliers, tels que demandé d'ailleurs par le syndicat qui accuse un manque de 2 000 à 3 000 agents des services frontaliers. Mais il y a des solutions qui sont proposées, entre autres par le Bloc. Je voudrais savoir si mon collègue est d'accord avec la proposition qu'on fait, qui est d'ailleurs conforme avec celle du syndicat des douaniers, de permettre aux agents frontaliers de circuler entre les postes frontaliers pour assurer une meilleure couverture, venir en renfort à la GRC et effectivement combler un manque qui n'est pas assuré par ce gouvernement. Merci. L'honorable député de Windsor-Ouest. Merci de la question. Il est remarquable que la semaine dernière encore, l'on entendait que le gouvernement avait envoyé des lettres à des agents avec de nombreuses années d'expérience sous la cravate, une lettre leur proposant la retraite volontaire. Mais encore, le gouvernement n'a rien fait pour embaucher 1000 nouveaux agents de la GRC ou 1000 nouveaux agents de la SFC. Rien. Silence complet. Le ministre responsable du dossier ne savait même pas combien de personnes allaient être perdues en raison de l'attrition. Et aucune annonce pour les nouvelles embauches. C'est encore une fois des paroles en l'air. Et pour ce qui est des agents pouvant être mutés à d'autres postes, pour combler les écarts dans le système, oui, c'est très logique. Mais nous devons avoir un système robuste en place, permettant d'assurer la sécurité à tous les passages frontaliers. Inaudible. Questions et commentaires, l'honorable député de Niagara-Sud. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de Windsor-Ouest. J'ai appris à mieux le connaître au cours des derniers mois. Je le remercie de ses diverses années de service en tant que policier. Il a su protéger les Canadiens et notre frontière. Nous l'apprécions. Ma circonscription se trouve de l'autre côté du lac Erie. Nous avons des problèmes semblables à la frontière. Nous venons d'apprendre que la SFC a éliminé 40 % de sa capacité pour les douanes. Le gouvernement dit vouloir embaucher 1000 nouveaux agents, mais la capacité n'est pas là pour former ces nouveaux membres du personnel. L'on réduit 40 % la capacité non des douanes, mais de la détention.
Est-ce que le député pourrait nous parler des faiblesses de ce projet de loi? L'honorable député de Windsor-West. Les échecs et les faiblesses de ce système, ce n'est rien de nouveau. Ils existent depuis longtemps et sont exacerbés par les politiques mises en place et le nouveau projet de loi proposé par nos amis d'en face. C'est une honte, Monsieur le Président. Une honte de voir de tels projets de loi déposés. C'est une insulte aux agents qui travaillent au poste frontalier et aux policiers qui travaillent dans ces communautés frontalières. Ils n'ont pas l'aide dont ils ont besoin. De telles coupures viennent miner et éroder la confiance qui existe dans des forces de l'ordre et pour les députés ici même en Chambre. On ne joint encore pas une fois le geste à la parole. Les Canadiens en ont assez de ces tours de passe-passe. L'on veut des résultats, des mesures concrètes. On veut des résultats concrets aussi plutôt que des slogans et des jeux partisans aux dépens de la vie et de la sécurité des Canadiens. Reprise du débat. Resuming debate, is the House ready for the... La Chambre est-elle prête à entendre la question? La question porte sur la motion 1. M. Caputo, appuyé par M. Arnold, propose que le C12 soit modifié en éliminant le titre abrégé. Si un député partisan en personne souhaite que la motion soit adopté ou que l'on demande un vote par appel nominal, je demande qu'on se lève ensemble et qu'on le demande. J'aimerais qu'un vote par appel nominal ait lieu. Le vote est reporté. La question porte maintenant sur la motion 2. Porte sur les motions de 3 à 21, 23 à 27 et 49 à 54. Il y a également les motions 22 et 48. Mme May, appuyée par Mme Kwan, propose que le projet de loi C12 soit modifié par suppression de l'article 28. Si un député participant en personne souhaite que la motion soit adoptée ou adoptée avec dissidence, ou si l'un député d'un parti reconnu participant en personne souhaite un vote par appel nominal, je les invite à se lever et l'indiquer à la présidence. L'honorable député Winnipeg Nord. Nous demandons un vote par appel nominal. Le vote est reporté. Elle s'appliquera également aux motions de 3 à 21, 23 à 27 et 49 à 51. Conformément à l'ordre de renvoi 47, le vote par appel nominal est reporté à plus tard aujourd'hui lorsque la période des questions orales sera complétée. L'honorable député de Winnipeg-Nord a un rappel au règlement. Que vous trouverez le consentement unanime de suspendre la séance jusqu'à 14 heures. Nous pourrons suspendre peu de temps après 14 heures.